Madame Nassera Dutour, vous êtes présidente de la FEMED. Avant qu'on parle de cette rencontre que vous avez organisée justement aujourd'hui, c'est quoi la FEMED déjà? Oui, bonjour. La FEMED, c'est la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées. C'est une fédération qu'on a créée en 2007 à Beyrouth, dans l'idée de la baser à Beyrouth, parce que c'était là où il y avait le plus d'ouverture. Et malheureusement, on s'est trompé parce qu'on n'a pas pu enregistrer la FEMED à Beyrouth. Donc on s'est rabattu sur la France, puisqu'on habite en France, provisoirement. Mais on est resté depuis 2007, on est resté puisque les politiques au Liban, ça change pas. Et aujourd'hui, ça va très mal au Liban, donc on est là. Donc la FEMED, c'est une fédération qui regroupe des associations de familles de disparus, mais pas seulement. On a aussi des ONG généralistes qui travaillent sur les droits de l'homme en général, mais la majorité c'est des familles de disparus de l'Espagne, de la Bosnie, de la Turquie, de la Syrie, la Libye, le Liban, l'Algérie, le Maroc, l'Irak, la Turquie, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, ce sont des associations, j'espère que j'ai oublié personne. Nous avons 26 associations membres du pourtour méditerranéen. Nous, on travaille sur l'euro méditerranéen parce qu'en 2000 la France allait présider l'Europe le deuxième semestre de l'année 2000. Donc on a organisé une conférence internationale en France pour interpeller les autorités françaises sur la disparition forcée dans le pourtour méditerranéen, dans l'euro méditerranéen, puisque c'était l'Europe, c'est la France qui allait présider l'Europe. Et ça a donné ses fruits car quelques années plus tard, il y a eu le groupe de travail sur la rédaction de la Convention qui s'est mis en place, et c'est la France qui a poussé pour qu'il y ait ce groupe de travail, et c'est la France que Feu Kassadian, un diplomate français, qui a présidé les groupes de travail pour la rédaction de la Convention. Et c'est grâce à lui, Feu Kassadian, à qui je rends hommage, qu'on a cette convention aujourd'hui. C'est quoi le but de cette rencontre d'aujourd'hui, Madame Dutour? Nous organisons souvent des rencontres euro-méditerranéennes. On a organisé des conférences au Maroc, en Turquie. Sous des thèmes différents. Sous des thèmes différents. Au Liban, sous la lutte contre l'impunité. Au Liban, encore récemment, dernièrement, pour présenter les principes directeurs du comité des disparus. Voilà, nous organisons souvent. Le but, c'est de mettre en contact nos associations membres et que chacun puisse profiter des expériences de chacun, chaque association. Et la preuve, quand on a fait notre première conférence internationale, on avait le Kosovo qui, lorsqu'il a intervenu, il a dit: je croyais que j'étais le seul victime de disparition forcée dans le monde. Enfin, lui, il est parent de disparus, hein, et il croyait qu'il était la seule victime, et il dit que je suis arrivée ici et après tous ces travaux, je me rends compte que finalement je suis pas le seul, et maintenant j'ai une famille. Là aujourd'hui, nous avons parlé de la justice transitionnelle, vous avez parlé des tests ADN que vous souhaitez que les différents régimes justement qui ont joué un rôle dans la pratique de disparition forcée fassent un geste envers les familles. Est-ce que vous croyez que le même régime qui était derrière ces disparitions forcées pourrait faire ce geste envers vous, les victimes? C'est pas un geste qu'on attend, hein. C'est la volonté politique qu'on attend. C'est pas un geste, c'est plus que ça. Mais malheureusement, les dirigeants sont toujours au pouvoir. Ce sont les mêmes. C'est comme au Maroc, c'est comme en Libye, c'est comme en Syrie, c'est comme partout. Les mêmes, ceux qui ont été auteurs de ces disparitions forcées, sont encore au pouvoir. Donc, ils n'ont pas intérêt à nous entendre, et à faire ce geste. Même si c'est un tout petit geste, ils ont fait la réconciliation nationale en 2005. Et avec ça, ils nous ont imposé l'oubli et de tourner la page. En fait, on a fait une étude sur 7 pays de la région méditerranéenne qui nous a été financée par NED, merci à NED. Et l'étude a fait ressortir dans tous les pays le droit de savoir. Toutes les familles, la première des choses qu'elles veulent, c'est la vérité. La vérité, le droit de savoir. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon fils, je veux savoir pourquoi j'ai pas eu le droit de savoir, je veux savoir, et tout ça. Donc, à la suite de cette étude, on a par certains pays, malheureusement, les disparus datent de très longtemps, et on a vu les expériences, par exemple, de l'IR au Maroc et tout ça, qui n'ont pas donné grand-chose. Et alors qu'il y a des mécanismes, enfin, il y a la science qui aujourd'hui permet d'identifier des corps et même de reconnaître les causes du décès, comme en Argentine, où ils ont, grâce à cette science, pu aboutir à des procès de généraux, et ils les ont fait condamner. Et c'est peut-être ça aussi qui freine cette démarche, parce que après des tests ADN, on saurait si la personne a été
tuée à bout portant? Est-ce qu'elle a été Exactement, torturée et tout? C'est peut-être ça aussi qui empêche les régimes Ouais, à faire... c'est toute cette vérité qu'on demande, parce qu'une partie de la vérité, on la connaît. Ouais, vous voulez juste savoir quoi, en fait. On sait qui a enlevé notre fils. Moi, Oui. je sais qu'il l'a enlevé. Je sais qu'il a été au commissariat de Baraki pendant 1 mois. Je sais qu'au bout de 2 mois, on m'a dit qu'il va être relâché, qu'il était à Benimsous. Ça y est, on l'a trouvé. Il va être libéré bientôt. Il y a Vous rien. l'avez jamais revu, Non. en fait. L'autre partie de la vérité, c'est ça qu'on veut. C'est celle-là. Où il est, pourquoi ils l'ont pris, pourquoi on n'a pas eu le droit de savoir. S'il est mort sous la torture, pourquoi ils nous ont pas rendu le corps, et toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc vous êtes la maman d'Amin Amrouche. Oui. Il a été arrêté en janvier 97. Oui. Il avait 21 ans. Depuis ce jour-là, est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, en fait, des nouvelles de lui, des nouvelles concrètes, je veux dire? Il a été arrêté. J'ai été voir le commissaire de Baraki. Il m'a dit oui, effectivement. Je lui ai dit c'est le jour où vous avez été mis en place à la Daïra, à la sûreté de Daïra, qu'il y a eu un attentat et que mon fils a disparu. Il m'a dit oui, effectivement, il y a eu un attentat à l'encontre du Wali. Et puis il m'a dit il y a eu une famille de policiers qui a été massacrée complètement. Et on a trouvé quelqu'un de mort dans une cage d'escalier. Et c'est pour ça donc, qu'ils ont arrêté plusieurs personnes. Il a pas nié. Donc pour revenir à cette conférence, on a déjà travaillé avec l'équipe d'anthropologues d'Argentine plusieurs fois. Ils devaient même intervenir en Algérie. Malheureusement, on n'a pas trouvé les financements pour ça. Donc on s'est dit que la justice traditionnelle et l'anthropologie médicale peut aider à la vérité. La justice traditionnelle, avec ses commissions vérité et tout ça, normalement fait appel à des anthropologues. Et on s'est dit que ce serait bien d'informer les familles des associations de la FEMED sur ces mécanismes de justice traditionnelle et de commission vérité, et en même temps l'anthropologie médico-légale, qu'est-ce qu'elle peut apporter. D'accord. Merci à vous, Madame Justo. Je vous en prie, merci. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Alors, Nejma Benaziza, bonjour. Je précise juste que vous êtes la petite fille de Daouya Benaziza. J'ai une bonne mémoire. Hein. Bravo. Je ne sais même pas si je dois employer le terme arrêté, mais on va dire les choses comme ça pour que nos auditrices et auditeurs puissent comprendre. On est venu chercher votre oncle en fait. Et puis comme il n'était pas présent au domicile parental à Constantine, c'est votre grand-mère, donc c'est sa maman, qu'on a emmené en fait pour soi-disant un interrogatoire. Depuis ce 2 juin 1996, vous n'avez plus eu de nouvelles de votre grand-mère, Daouya Benaziza, qui avait 69-70 ans. C'est votre papa en fait qui a passé sa vie à militer pour la vérité, la justice, pour retrouver sa maman au départ, après pour connaître la vérité sur le sort réservé à sa mère. Je sais que vous avez perdu votre papa l'an dernier. Ouais. Et là, je vous vois présente à chaque fois que la FEMED ou le collectif des familles de disparus organise une rencontre, un séminaire. Vous êtes toujours là, en fait. Est-ce une façon de dire que vous avez pris le flambeau pour poursuivre le travail qu'avait commencé votre père, ou c'est parce que vous aimez tellement votre grand-mère, que vous appelez d'ailleurs Ma, que vous le faites? Alors Lila, je te dirais que c'est les deux. En fait, juste après la disparition de ma grand-mère, à l'âge de 19 ans, j'ai pris connaissance de ce qui se passait dans mon pays. Pour tout vous dire, moi je viens d'une famille politiquement engagée à gauche, progressiste. Mes parents, tous les deux, étaient militants du Parti communiste algérien, un parti clandestin. Et donc à l'époque, je m'attendais en tout cas, moi, la gamine que j'étais, entre guillemets, à vivre un drame du côté des islamistes que du côté de l'État. J'avais très peur pour mes parents parce que leurs amis tombaient les uns après les autres, tués par des islamistes, enlevés, égorgés. Je me serais attendue à tout, sauf à ce que ma grand-mère soit enlevée par les agents de sécurité militaire. Ça a été un véritable choc pour moi parce que, comme tu le disais si bien, ma grand-mère a beaucoup participé dans notre éducation.
Parce que ma mère était cadre supérieur de l'éducation nationale. Et en Algérie, on ne peut pas mener ce genre de carrière quand on est une femme sans le soutien de la famille quand on a 4 filles. Donc sans le soutien de ma grand-mère, essentiellement, de mes oncles, de mes tantes surtout, et de mon père. Je ne peux pas l'oublier. Il ne faisait qu'un des deux. Ma mère n'aurait pas pu vivre cette belle expérience professionnelle. Exactement. Donc à l'enlèvement de ma grand-mère, il y a eu, comme je te disais, une prise de conscience. On se mobilise toujours autour des drames qu'on vit. C'est nos drames qui, souvent, nous font prendre conscience de la réalité des faits sociaux et politiques. Donc à 19 ans, déjà, j'avais compris ce que voulait dire un État arbitraire, autoritaire. Et je me suis engagée toute seule dans des associations locales à Constantine, des disparitions forcées. Je ne te cacherai pas que mon père était contre à l'époque parce qu'il avait peur pour moi. J'étais une étudiante, jeune étudiante. Il avait peur des représailles de la sécurité militaire, d'autant plus qu'il a été menacé. On lui a dit plus d'une fois, Qaddour, parce qu'il s'appelait comme ça, Qaddour Ben Aziza, on te rappelle que tu es le père de 4 filles. Ça veut tout dire, de la bouche d'un agent de la sécurité militaire. Donc je me suis engagée très vite sur cette voie et j'ai eu la chance de rencontrer tôt, je vais dire, des militants formidables, courageux, engagés sur la question des disparitions forcées. Je pense à SOS Disparu, au CFDA, à Nassera et à Ness. Et grâce au soutien de ces associations, on a porté le dossier de ma grand-mère devant les instances des Nations Unies et l'État algérien a été condamné sur le cas de ma grand-mère. Autant te dire qu'il s'en est suivi de rien du tout. Aucune enquête sérieuse n'a été ouverte depuis. Avec mon papa, on a continué la lutte pendant 20 ans, jusqu'à son dernier souffle. 3 mois avant son départ, on était dans les locaux du CFDA pour une interview qui était organisée par la FEMED sur la question des disparitions forcées, parce que le CFDA a été sélectionné par une association des droits de l'homme catalane, espagnole, pour recevoir le prix des droits de l'homme, le prix pour la paix. Donc juste 3 mois avant son départ, il était encore là, debout, à parler de sa mère. Ça rejoint ta deuxième partie de la question, oui. Après son départ, ma détermination est plus forte que jamais. Elle est plus forte que jamais. Je n'abandonnerai jamais le combat. Je lui ai fait cette promesse de son vivant et après son départ. Et je la tiendrai. Dis-moi, Nedjma, aujourd'hui la FEMED justement a organisé une rencontre d'ailleurs enrichissante. Il y avait plusieurs participants venus de Syrie, du Maroc, d'Algérie évidemment, et puis d'Égypte aussi, j'espère que j'oublie pas en fait, d'Irak, de Bahreïn et tout. C'est un drame que connaît beaucoup de pays qui sont plutôt gouvernés par un régime militaire. On sait que la disparition forcée a été très très répandue aussi en Amérique latine. En Algérie, c'est vrai que on n'entendait pas beaucoup parler de ce phénomène. On ne sait même pas s'il y a eu des disparus forcés avant la guerre civile. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les témoignages des personnes qu'on a entendues aujourd'hui ? Sachant que, d'ailleurs, vous êtes le seul cas qui représente la disparition forcée d'une femme. Je me reconnais totalement dans ces témoignages et d'ailleurs c'est toujours un moment très fort pour nous parce que les familles, nous les victimes des disparitions forcées, les familles des disparus, nous sentons souvent seuls, isolés, incompris. Donc à chacune de ces rencontres, ce mur du silence se brise. Et c'est incroyable, c'est toujours les mêmes récits qui se ressemblent énormément. Tout à l'heure, ça m'avait beaucoup surpris d'entendre une des victimes dire, par exemple, pour le cas des Syriens, qu'on enlevait les personnes pour les interroger en leur donnant un laps de temps pour que leur famille se présente. C'est exactement ce qui est arrivé à ma grand-mère. Et c'est toujours cette même phrase qui revient. On vous les rendra ce soir. C'est exactement ce qui nous a été dit. En fait, les écoles de répression existent à travers le monde et ces agents de la répression sont formés finalement, j'allais presque dire, avec les mêmes outils.
On peut le voir dans le cas algérien, hein, les agents de la sécurité militaire reproduisent les outils de répression qui ont été utilisés contre les Algériens du temps du colonialisme. Les mêmes outils de torture ont été reproduits avec les mêmes procédés, les mêmes mécanismes après l'indépendance. En Amérique latine, il y avait carrément des séminaires des tortionnaires qui s'organisaient, notamment au Panama. J'allais dire une bêtise en disant ils sont organisés pour rester sur place, pour maintenir leur pouvoir, pour finalement perpétuer le pouvoir qu'ils ont entre les mains de la manière la plus féroce. À nous aussi nous organiser. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la FEMET. Et c'est pour ça que cette expérience est formidable et qu'elle doit absolument continuer, survivre, trouver du souffle et du soutien. Essentiellement du soutien. Merci Nejma Benaziza. Alors, je m'appelle Ala Hassi, j'ai été assistante de recherche pour la FEMED concernant le cas de la Libye. Vous travaillez à Genève? Oui, j'ai travaillé depuis Genève, donc j'ai pas pu me rendre sur place au vu de la situation un peu instable. Donc j'ai tout fait à distance et à travers justement ce rapport, c'était pour mettre en lumière un peu la souffrance des familles, leurs besoins. Donc si je comprends bien, vous avez travaillé sur les cas de disparition forcée en Libye, c'est ça? C'est exact. Donc des cas qui ont eu lieu au temps du régime et puis après la révolution aussi. Justement, les difficultés que j'ai eues durant mon rapport, c'était par rapport aux chiffres, les statistiques, il n'y en a pas. On dit qu'il y a entre 10 et 20 000 disparus durant le régime, mais vous voyez la gap de 10 000, ça explique qu'il y a vraiment un problème par rapport à Vous n'avez pas de chiffre officiel? On n'a pas de chiffre officiel. On ne peut pas dire exactement le nombre de disparitions forcées en Libye, que ce soit pendant le régime ou après la révolution. D'accord. Est-ce qu'il y a des ONG quand même? Oui, bien sûr, mais ça sera toujours des chiffres approximatifs, malheureusement. Donc on n'aura jamais des chiffres exacts et il faut savoir aussi qu'il y a des familles qui ne reportent pas les disparitions. Il y a aussi de peur de représailles. De peur de représailles, parce exactement. Qu'elles savent pas. Non, de peur de représailles et aussi parce qu'elles savent pas s'ils sont vraiment, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont disparus, ils ne savent pas. Donc ils savent pas où est-ce qu'ils doivent aller ils n'ont pas les bonnes informations par rapport aux procédures qu'ils doivent entreprendre justement. Par rapport au rapport que vous avez vous-même établi, est-ce que vous avez un chiffre à nous communiquer ou c'est toujours pas sûr en fait? C'est des chiffres. Malheureusement, je ne peux pas m'avancer sur ça, c'est vraiment compliqué. Par exemple, typiquement, j'ai parlé avec le responsable de l'autorité générale pour les recherches et l'identification des personnes disparues. Et il m'a dit que, par exemple, à Benghazi, ils disent qu'il y a environ 4000 depuis 2 ans ou la dernière période. Mais ça, c'est des on-dit, c'est selon... on lui a rapporté. On lui a rapporté. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec au moins une famille? Je suis rentrée en contact avec plusieurs familles, oui, bien sûr. D'accord. Dans quelles conditions on les a arrêtés déjà? Alors, justement, le cas de la Libye, c'est très particulier parce qu'il y a 3 grandes raisons pour on va dire, les disparitions forcées. C'est soit par rapport à leur idée politique ou idée générale, par rapport à leur richesse. Carrément. Oui, par exemple, des personnes qui sont assez aisées, les milices vont peut-être... D'accord. Voilà. Et puis aussi pour le territoire, par exemple, on veut avoir le pouvoir, récupérer un pouvoir, donc on fait disparaître les gens. Exactement. D'accord. Donc du coup, en ce qui concerne la Libye, les disparitions forcées ne sont pas toutes du fait du régime en fait. Oui, bien sûr, mais il faut savoir par exemple que les milices ont beaucoup de pouvoir et des fois ils ont des pouvoirs qui ont été donnés par le gouvernement. Ouais. Donc peut-être que ça a été pris par force justement parce qu'ils imposent, par exemple ils ouvrent leur propre prison et ils veulent être financés par l'État et vu qu'ils sont bien armés, ça facilite pour eux ces choses-là. Donc, mais quand même, c'est sous le gouvernement que la plupart ça se déroule. Oui. Alors, vous êtes militante justement dans le domaine des droits de l'homme. Comment vous pouvez décrire la situation des droits de l'homme en Libye? Je sais qu'il y a déjà le problème de migration. En fait, il y a beaucoup de migrants qui fuient la Libye.
Eh bien, la situation par rapport à ça, c'est très complexe parce que, comme vous savez, depuis 2014, le général Haftar, il a enclenché une guerre un peu civile. Et du coup, Est et Ouest, c'est très différent. Et à un moment où on avait deux gouvernements, donc ça pouvait pas aider justement par rapport à la justice transitionnelle Oui. et faciliter le respect des droits de l'homme qui ont été clairement bafoués à plusieurs reprises. Il y a par exemple des entités internationales comme la Croix-Rouge ou l'ICMP qui tentent d'apporter leur soutien comme ils peuvent. Par exemple, soutien psychologique pour les migrants qui partent de la Libye ou qui ont été ramenés et puis qui ont subi malheureusement des situations très difficiles. Mais pour vous dire, il reste beaucoup à faire, malheureusement. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup.